Regardez ce graphique. On voit les revenus annuels en droits TV des plus grosses ligues et des plus grosses organisations sportives au monde. Il y a des ligues de foot, évidemment, les ligues de sport nord-américaines, mais il y a un petit intrus. Ce ballon de basket, a priori, n'a rien à faire là, car il représente les droits TV de la March Madness, un tournoi de basket universitaire qui vient de se terminer. Je vous en parle juste après. Donc un tournoi entre des écoles qui rapporte presque autant qu'une saison de Formule 1. C'est délirant, surtout pour voir des étudiants qui n'ont pas le droit d'être payés. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Perso, quand je jouais à l'université, déjà, il n'y avait pas de tribune, et les gens qui regardaient étaient plutôt en train de décuver. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le sport universitaire fait partie de l'identité américaine. On le voit dans nos films et nos séries. Mais pour eux, c'est surtout une immense fierté locale. Là où l'ambiance dans les salles NBA peut être un peu calme, le sport universitaire déchaîne les passions. Et il n'y a pas que le basket, au contraire. Le sport universitaire américain répartit les richesses avec les autres disciplines moins médiatisées. Le paradoxe, pendant des années au pays du capitalisme, ces athlètes étudiants qui génèrent des millions tous les ans ne touchaient pas une miette du gâteau. Mais ça, c'était sans compter sur les derniers bouleversements qui ont eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique et qui ont des conséquences bien concrètes pour les jeunes sportifs français. On va voir comment les barrières de l'amateurisme ont explosé. Désormais, le sport universitaire est le nouvel Eldorado. Des Français quittent leur club pour les universités. Même certains joueurs NBA sont proches de sauter le pas. Le phénomène est tel qu'il pourrait mettre la formation française à genoux. Les ligues universitaires commenceraient même à inquiéter les ligues majeures américaines. Pour comprendre ce phénomène, on va devoir remettre un peu de contexte. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé pas mal de matchs, rencontré des étudiants et lu beaucoup de papiers, et tout ça en anglais. Ça m'a demandé de me remettre un peu au niveau, et j'ai pu le faire grâce au partenaire de cette vidéo, Anglify. Anglify, c'est une formation d'anglais 100% personnalisée. C'est donc pas une appli avec des exos que vous ferez sur vos toilettes. C'est une méthode personnalisée, humaine, bienveillante, avec des coachs qui construisent avec vous votre programme en fonction de vos objectifs, de votre emploi du temps et de votre niveau aussi, évidemment. Donc moi, j'ai eu des sessions avec Julie, avec qui on a orienté le travail sur la spontanéité et sur le vocabulaire sportif. Elle avait préparé quelques exos, là, comme on peut voir, mais c'était surtout un échange avec de la bonne humeur. Ouais, j'adore vraiment ce format, ça ressemble plutôt à une conversation qu'à un cours en vrai. De votre côté, d'abord, vous aurez un petit test de niveau et de personnalité, puis vous pourrez faire le choix parmi deux coachs, et let's go. Chaque semaine, vous aurez un cours en visio et un atelier collectif pour pratiquer. Ce qui est top avec Anglify, c'est qu'il y a une grande diversité d'ateliers. Il y en a un notamment, vous pourrez échanger sur le monde du sport, et pourquoi pas parler du contenu de cette chaîne. Si vous avez besoin d'être rassuré, c'est une formation certifiante et éligible au CPF. Donc vous pouvez prendre 30 minutes pour un rendez-vous offert avec un conseiller, avec le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Vous verrez si c'est fait pour vous. Et maintenant, back to the vidéo. Ok, aux États-Unis, les clubs professionnels, les franchises, n'ont pas de centre de formation comme en Europe. Ce sont les universités qui jouent ce rôle. Donc pour accéder aux ligues professionnelles, il faut passer par la draft, un système de loterie où les franchises recrutent les meilleurs joueurs sortant des universités. Les sections sportives les plus visibles génèrent des centaines de millions et sont gérées comme des entreprises. Comme une franchise NBA, elles ont un logo, du merchandising, parfois connu à l'international, des contrats avec Nike ou Adidas, une communication XXL, etc. Tout ce sport universitaire est encadré par la NCAA, qui s'occupe des règles, de la gestion et des droits commerciaux des différents sports. C'est un peu la NBA ou la NFL des étudiants si vous voulez. Il y a 3 divisions, elles dépendent des ressources des universités, il y a aussi plusieurs conférences. Ok, là c'est un peu le bazar comme vous pouvez le voir. Il y a 31 conférences, donc autant de ligues différentes, rien que pour la première division du basket universitaire. Au total, pour la division 1, il y a plus d'une centaine de conférences si on ajoute les autres sports, et plus d'1 millier d'universités. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de cohérence géographique. Contrairement à la NBA par exemple, c'est plutôt une question d'historique et de droit TV. Chaque conférence négocie pour faire venir les universités les plus bankable. On va en reparler. Dans chaque conférence, il y a un classement, et les meilleurs de chaque conférence vont s'affronter. Au basket, par exemple, les finales se passent durant la March Madness. Pendant ces semaines de compétition, le pays s'arrête pour suivre des étudiants. Le format est assez fou, ce sont des éliminatoires directs, où les mieux classés affrontent les moins bons. Chaque année, de plus petites universités arrivent à gagner des matchs au buzzer face à des favoris. Il y a une petite ambiance de Coupe de France au foot si vous cherchez un équivalent. Parmi les conférences les plus médiatisées, on retrouve la SEC, qui a une influence moyenne supérieure à la NFL, ou encore la Big Ten Conference, qui elle aussi a signé des contrats à plusieurs centaines de millions de droits de diffusion. Pour se rendre compte du délire, on peut essayer de comparer les revenus des sections sportives des universités avec les clubs de Ligue 1. Là, on voit le classement des revenus générés par le top 10 des clubs de Ligue 1. Là, je rajoute les revenus des plus grosses équipes universitaires de foot US. Hormis le top 3, où le PSG, l'OM et l'OL ont généré plus, heureusement quand même, toutes les équipes universitaires suivantes ont engrangé plus de revenus que les clubs de Ligue 1. Des chiffres colossaux qui ne s'arrêtent pas là. 49 universités auraient dépassé les 100 millions de dollars de revenus. Mais la NCAA, la NCAA, c'est une organisation à but non lucratif. Elle n'a pas vocation à générer de l'argent. Elle est censée éduquer par le sport. Mais où vont tous les millions de dollars du coup ? Il y a une grande partie qui est redistribuée pour financer tous les sports déficitaires,
mais aussi ceux des divisions inférieures. Il y a d'énormes frais d'organisation. Les USA, c'est pas un petit pays, donc les voyages sont nombreux. Il faut aussi payer les bourses pour que les étudiants athlètes puissent vivre. L'énorme paradoxe, c'est que ce sont bien les joueurs qui font tourner la machine, mais qu'ils ne touchaient jusqu'à récemment que des bourses. On en reparle juste après. Donc les universités n'hésitent pas à mettre l'argent ailleurs, dans le coaching staff notamment. Par exemple, le coach de l'université de l'Alabama, avec son salaire de 10 millions de dollars par saison, est mieux payé que les coachs de l'OM ou de l'OL. Et même plus que le gouverneur de l'État. Heureusement d'ailleurs aussi peut-être. Des joueurs qui suent leur vie sur le terrain et des coachs qui touchent des dizaines de millions, tout va bien. Une autre part importante des sommes générées vont dans les infrastructures. On a tous cette image des universités américaines hyper clean, de véritables petites villes étudiantes. Ça se ressent aussi dans le sport universitaire bien sûr, avec des centres d'entraînement qui n'ont rien à envier aux clubs de foot européens. Ça se voit aussi dans le gigantisme des stades. Regardez ce classement des plus grands stades du monde. Bon, hormis le premier et le deuxième qui se situent en Inde et en Corée du Nord, on va les mettre de côté, le reste du top 10 est trusté par des stades accueillant des étudiants. Des stades de 100 000 places, ouais. Remplis tous les week-ends ou presque. Et le plus étonnant, c'est que certains ne sont même pas dans des villes avec le plus d'habitants. Sur les 8 villes, dites-moi honnêtement combien vous en connaissiez. Bon, petit commentaire sur ce classement, comme on l'a vu dans cette vidéo, le nombre de places totales, ça veut un petit peu rien dire. Des stades de 50 000 places où on est assis peuvent être plus grands que des 130 000 places où on est debout. Reste que c'est très impressionnant. On peut se dire que c'est peut-être facile de remplir un stade dans une ville perdue, surtout si c'est la seule chose à faire. Mais le pire, c'est que ces places sont super chères. À titre de comparaison, le prix moyen d'un billet grand public pour un match du PSG en 2025, c'était 120 €. Pour les finales universitaires, vous pouvez plus ou moins faire x10 sur ces prix. Évidemment, s'il y a des stades avec de telles capacités, c'est qu'il y a un réel engouement local. On va essayer de comprendre pourquoi des gens regardent des étudiants faire du sport. C'est bizarre cette phrase. Regardez cette carte. On voit les franchises de NFL, la ligue de football américain, et là je rajoute les plus grosses équipes universitaires en valorisation. À part quelques exceptions, les villes sont complémentaires. Hormis Los Angeles, Miami ou Seattle, les universités et franchises n'occupent pas les mêmes marchés. Un terme que je vous ai expliqué dans cette vidéo. On peut faire la même carte pour le basket avec la NBA. Alors évidemment, l'influence d'une équipe ne se limite pas à une ville ou même à un État, mais le fait que les équipes universitaires soient sur des territoires différents, ça leur permet de s'adresser aux angles morts économiques laissés par les franchises, et surtout de créer des communautés extrêmement engagées. Par rapport à la taille et à la population du pays, il y a relativement peu de clubs pro, et donc peu de matchs à voir dans les ligues majeures. Les Américains résidant dans des villes qui n'ont pas de franchise peuvent quand même accéder à des matchs de très haut niveau sportif grâce aux universités. Le sport universitaire, c'est un rituel social en lui-même, où les communautés se rassemblent autour de leur équipe locale. On y a parfois étudié ou rencontré nos amis actuels. On y retrouve une ambiance qui se rapproche du modèle de supporterisme européen. Les franchises des ligues majeures sont des marques qui peuvent bouger d'une ville à l'autre. Elles sont parfois déconnectées de leur tissu local et ont des stades souvent remplis de spectateurs et pas toujours de supporters. Bon, notez que je parle beaucoup de basket et de foot US parce que ce sont les plus populaires, mais aussi parce que c'est ceux que je connais le mieux. Faut pas oublier qu'il y a d'autres sports qui ont une énorme audience dans les universités, comme la gymnastique notamment. Rappelons que c'est censé être un écosystème où les disciplines les plus rémunératrices financent les autres. Mais en coulisses, les choses peuvent être beaucoup plus sombres. Percer en université, c'est un peu un passage obligé, et donc un réel objectif pour tous les jeunes qui veulent vivre de leur sport. Les meilleurs, ils deviennent de véritables stars locales, voire même nationales. Ils obtiennent alors des bourses et ont un avenir tout tracé vers les plus grandes ligues américaines. Ils ont une double vie, étudiant d'un côté, sportif de l'autre. La NCAA, elle insiste sur leur statut d'étudiant pour ne pas avoir à les rémunérer, pour ne pas qu'ils se syndiquent, etc. En réalité, les plus gros talents universitaires ont beaucoup de passe-droit pour qu'ils puissent se consacrer au sport. Ils vont dans des filières moins exigeantes, ont des tuteurs, etc. Concrètement, ces jeunes construisent leur identité sur leur potentielle carrière sportive. Tout ce système très lucratif ne leur donne pas vraiment de porte de sortie autre que le sport. Malheureusement, il y a des obstacles sur leur parcours. Près de 90% des athlètes universitaires se blessent au moins une fois, mais surtout, il n'y en a seulement que 2% qui accèdent aux ligues majeures. C'est hyper brutal pour tous ceux à qui on a donné que le sport comme porte de sortie. Il existe une phase beaucoup plus sombre où ces étudiants athlètes sont confrontés à une anxiété croissante. Environ un quart présentent des symptômes de dépression, les femmes étant les plus touchées avec un risque 2 fois plus élevé. En cause, une surmédiatisation dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux, mais aussi l'émergence des paris sportifs qui augmentent les enjeux. Cette tension constante se reflète tragiquement par un taux de suicide chez les athlètes universitaires qui a quasiment doublé en 20 ans. Derrière les stades pleins à craquer, il existe donc une réalité tout autre représentée par des athlètes surmenés qui n'arrivent plus à mener cette double vie. C'est un système universitaire qui use les étudiants athlètes pendant quelques années. Il leur fait rêver une longue carrière dans le sport professionnel, en leur donnant accès à un matériel de pointe financé par de riches donateurs, par des droits TV gigantesques, mais aussi par les prêts que des millions de jeunes vont passer une vie à rembourser.
C'est une course à la gloire pour les universités, mais une fuite en avant pour attirer de nouveaux donateurs, renouveler les droits TV et le flux d'étudiants entrants. Ce contraste, il était plus tenable. De jeunes athlètes qui génèrent des millions, qui remplissent des stades, mais qui touchent que des miettes, c'était plus possible. Petit à petit, les réglementations ont bougé. Donc jusqu'en 2021, les étudiants athlètes ne pouvaient pas toucher des rémunérations directes, les bourses étant des rémunérations indirectes. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient pas non plus le droit d'avoir de contrats de sponsoring, de contrats d'image liés à leur pratique. Alors que localement, voire même nationalement, c'était déjà des stars. Les millions qu'ils généraient sur le terrain allaient à d'autres. Les coachs sont souvent mentionnés, mais il y a tout un écosystème aussi derrière, avec les directions, etc. Ça a créé des situations lunaires. Il y avait un jeu EA sur des joueurs qui ne touchaient pas d'argent de leur image. Pas cool. Cependant, vu des sommes générées, ces étudiants athlètes ont voulu toucher une part du gâteau. Ce bouleversement a débuté en 2019 en Californie. Suite à la loi surnommée The Fair Pay to Play, les étudiants peuvent monétiser leur image d'athlète, notamment en signant des contrats de sponsoring. Rapidement, d'autres États votent des lois similaires, soulignant que la NCAA avait perdu ses notions d'amateurisme au vu des sommes générées. Les joueurs ont alors fait un premier pas vers une Eldorado et peuvent désormais être rémunérés via des contrats appelés NIL pour Name, Image and Likeness. On peut donc monétiser son nom, son image dans des pubs ou sa ressemblance dans les jeux vidéo par exemple. Ils ont aussi maintenant le droit d'avoir des agents. Alors ça fait un peu phrase de vieux con, mais ça en dit long sur notre société. À ce moment-là, ces jeunes étudiants, ils touchent de l'argent grâce à leur image, leurs followers sur Insta, mais pas vraiment à cause de leur capacité sportive ou leurs résultats. Cependant, et comme vous en doutez, ce sont évidemment toujours les mêmes sports qui vont rafler le plus gros de la mise. Le foot US et le basket ramènent près de 90% des contrats NIL. Les sponsors préfèrent les athlètes pratiquant les sports les plus médiatisés, délaissant peu à peu les pratiques jugées mineures. C'est aussi la porte ouverte à d'énormes inégalités entre universités. Les plus grosses ont une visibilité plus importante et peuvent offrir des contrats à 7 chiffres aux joueurs. On parle de millions de dollars. Les critiques de ce système dénoncent que des étudiants chercheraient les contrats les plus juteux et plus l'intérêt pour leur scolarité ou le succès de leur école. Un véritable marché des transferts se met en place. Petit à petit, le sport universitaire devient une forme de nouvelle ligue professionnelle. Donc avant, le Graal, c'était de rejoindre une ligue nationale. NBA, MLB, NFL, etc. Ces ligues, elles garantissent de gros contrats parce qu'il y a un salaire minimum. Donc une fois qu'on est dedans, globalement, on est bien. Mais le risque, c'est d'y rester qu'une année et de ne plus retourner en université. On va en reparler juste après. Un autre problème, c'est le temps de jeu. C'est pour jouer que 2 ou 3 minutes par match, ça vaut pas vraiment le coup. C'est un problème sportif parce qu'on peut pas être vu par les autres recruteurs, mais aussi pour les marques, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez. Maintenant, les universités, elles ont un peu tous les avantages. Elles peuvent garantir des contrats sur plusieurs années, à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions, et là, le temps de jeu, il est garanti. Ah oui, ça permet d'avoir un diplôme aussi, mais ça entre pas beaucoup dans les débats apparemment. J'aurais touché entre 200 et 500 000 $ en rejoignant la NBA. Je vais pas entrer spécifiquement dans les détails, mais c'est plus que ça en université. De nombreux joueurs estiment qu'ils n'ont plus d'intérêt à aller dans les ligues professionnelles, tant ils gagnent bien leur vie en universitaire. Devinez qui était le joueur français le mieux payé l'an dernier en dehors de la NBA. C'était Maxime Reynaud, alors pivot à Stanford, avec 1,8 million de dollars. C'était mieux que n'importe quel autre joueur français en Europe. Ça peut donner envie d'aller faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique. Conséquence, de moins en moins de joueurs se présentent à la draft. 106 s'étaient inscrits l'an dernier contre 363 en 2021. Et pour info, il n'y a pas d'âge limite pour jouer en universitaire. On peut juste y passer 5 ans maximum pour simplifier. Depuis toujours, la NCAA, elle était garante de l'amateurisme de ces compétitions. Alors oui, c'était un peu hypocrite vu les centaines de millions qui étaient générés. Mais dans les faits, les athlètes, étudiants, ils gagnaient pas grand-chose. L'autorisation des contrats NIL, ça a été un premier pas vers une professionnalisation de ces ligues. Ça a pris une tournure encore plus concrète l'été dernier, avec une nouvelle réglementation qui a eu même des conséquences sur les championnats français. C'est ce qu'on va voir. There's a big change coming to college sports. Friday, a U.S. district judge gave a final approval of the House versus NCAA case, allowing schools to start paying athletes directly. C'est le dernier volet de la saga. Un recours collectif où d'anciens étudiants athlètes accusent la NCAA de les avoir empêchés de profiter de leur droit à l'image. En juin 2025, le résultat de ce procès tombe avec un dénouement qui révolutionne le sport universitaire. 2,8 milliards de dollars, c'est la somme que va devoir rembourser la NCAA à d'anciens athlètes. Forcément, on peut se sentir délaissé avec les nouvelles lois. Mais surtout, à partir du 1er juillet, les universités peuvent rémunérer directement leurs étudiants athlètes à hauteur de 20 millions par année et par fac. Tout le système de rémunération des universités est bouleversé. Je vais pas entrer dans les détails, mais avec l'arrivée des droits NIL, c'était devenu un peu le Far West, avec de gros déséquilibres entre les universités, comme on l'a vu. Maintenant, il y a un cadre. Les étudiants athlètes deviennent des athlètes salariés. Côté joueurs, c'est une victoire, car ils pourront désormais toucher une partie des immenses revenus qu'ils génèrent, s'organiser en syndicats, toucher des droits de retraite, mais avant tout, ça pose la question des nouvelles motivations pour ces étudiants athlètes salariés.
Les joueurs vont-ils devenir des mercenaires en allant dans l'université la plus offrante ? Va-t-on perdre le côté fraternel et local du sport universitaire ? Et surtout, est-ce que les études vont passer au second plan avec des étudiants qui seront désormais là pour gagner leur vie ? Cela soulève d'autres enjeux. Le sport universitaire devient officiellement professionnel. Quelles conséquences pour les disciplines moins rentables ? La quasi-totalité des 20 millions iront aux basketteurs et aux footballeurs masculins. Il va falloir attirer les meilleurs joueurs pour faire tourner la machine. Les mécanismes de redistribution vont être fragilisés. Quel intérêt pour les écoles de donner des bourses dans les autres disciplines ? Les sports olympiques, comme la natation, la lutte ou l'athlétisme, risquent des coupes budgétaires, voire des fermetures. Enfin, quel va être l'impact sur l'équité femmes-hommes, censée être garantie par la loi ? Pour les universités, pourquoi pas aller chercher des talents à l'étranger ? Au final, ça devient des ligues professionnelles, elles ont des droits TV, elles ont des infrastructures. Autant faire comme la NBA, la NFL, et regarder ce qui se passe ailleurs. Suite au déblocage des droits Nil, le nombre de Français ayant obtenu une bourse sportive a été multiplié par 2. Mais tout ça s'est emballé l'an dernier suite aux nouvelles lois. Par exemple au basket, plus de 15 jeunes joueurs français ont quitté leur club formateur. Ces joueurs peuvent passer de 2 000 € net en Pro A à Pro B à plus de 8 000 € en universitaire. La formation française à la côte. Wembanyama évidemment, Rizaché, Koulibaly, etc. Ce sont des joueurs qui ont un esprit tactique, alors que si je schématise énormément, les lycées américains forment surtout des athlètes. Ils peuvent alors multiplier leur salaire par 10, avoir des installations haut de gamme, devenir bilingues, faire des études. Difficile de leur en vouloir. Les agents prennent aussi une part sur ces nouveaux contrats, donc ne sont pas contre cette traversée de l'Atlantique. Alors encore une fois, je parle beaucoup de basket, mais c'est quelque chose qui est aussi à l'œuvre dans le foot, le soccer cette fois-ci. Il y a un agent qui en parlait récemment dans Zach en roue libre. L'important pour nous, c'est de donner l'information, ça existe. Si vous passez pas pro, vous avez cette opportunité-là qui est assez incroyable, qui vous permet de jouer au foot à un haut niveau, parce qu'on parle d'un bon niveau de foot là-bas, d'avoir un diplôme, et en plus derrière, on peut vous aider à être drafté en MLS ou avoir un contrat pro aux États-Unis, en USL, tu sais, les ligues inférieures. Mais peut-être que vous dites que c'est bénéfique pour ces clubs formateurs. Malheureusement non. Au basket, comme la NCAA ne dépend pas de la FIBA, la Fédération internationale, les universités ne doivent pas verser d'indemnité. Donc ce qui trinque actuellement, ce sont les clubs formateurs. Ils perdent leurs jeunes joueurs, clés dans leur système de jeu ou prétendant à l'être, et ne sont pas indemnisés. Mais à moyen terme, qui aura envie de former des jeunes si c'est pour qu'ils partent gratuitement ? Le sport universitaire est en train de subir un profond bouleversement. Les universités avaient pour mission d'éduquer, de délivrer des diplômes et de former les jeunes sportifs. Elles deviennent désormais des clubs pro, avec un marché des transferts et démarchant des jeunes à l'étranger. Les puissantes ligues NBA et NFL vont potentiellement faire changer le système si de moins en moins de jeunes continuent de se pointer à la draft. Mais pour l'instant, c'est une nouvelle fois un risque de voir disparaître une certaine frange d'un sport populaire. Cette identité propre à chaque école qui attire les foules locales. Alors évidemment, c'est aux USA et cet aspect-là, ça vous intéresse peut-être pas, mais on a vu qu'en se dérégulant financièrement, le sport universitaire américain a créé un gigantesque appel d'air pour de nombreux jeunes sportifs européens, pouvant mettre à mal le système français. Tout n'est pas complètement réglé, j'ai essayé de faire au plus simple. Dans les faits, il y a des choses un peu complexes. Les joueurs français, ils peuvent pas être payés directement, ils doivent créer une entreprise, mais bref. Comme je disais, si ça prend de l'ampleur, je pense que la NBA, elle va pas se laisser faire. Bon, les ligues européennes, malheureusement, elles ont pas un poids énorme, mais peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont avoir leur mot à dire également. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a un Discord aussi si vous voulez réagir à tout ça. Pensez à liker, pensez à booster depuis vos portables et à vous abonner. Là, je travaille sur un plus gros projet de documentaire qui devrait sortir d'ici la fin du mois, j'espère. Et dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo, un peu réaction à chaud à certains sujets. J'aimerais bien pouvoir les faire un peu plus systématiquement pour remplir les cases entre guillemets. Allez, à la prochaine.